Ça filme? Bonjour? Ça va? Je m'appelle Scarface. Mais... il y en a pour 2h50 hein, du film. Coglione puto de film! Scarface. Comment l'expliquer? Pourquoi on a tous eu cette sensation? C'est vrai. Dès le générique, tu le sais que tu vas voir un grand film. Bien sûr qu'il est dans mon top. Bien sûr que non. Mais si. Oh, attends. Ouais. Il est juste là. Ah oui. Tu crois que... C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Je le fais mieux que toi. Hein. Non. Je me trompe là. Non, ça n'a rien à voir avec De Niro, Scarface. Ouais, ça va, c'est pareil. Quoi, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. C'est comme si tu comparais... Bon, merde. La première fois que j'ai vu ce film, j'avais 12 ans. Été 98. Je m'en souviens très bien. Bah, déjà, on était champion du monde. Et puis, ce film m'a fait basculer. Oui, j'ai toujours regardé beaucoup de films. J'ai toujours aimé le cinéma. Mais Scarface, c'est le film qui m'a fait comprendre jusqu'où on pouvait aller dans un film. C'est-à-dire à l'infini. Le cinéma n'a aucune limite. Pour la première fois, je découvrais Al Pacino. Et j'étais complètement scotché par cet homme. Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait, à ce point, incarner un personnage. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Après avoir découvert ce film, durant mes vacances d'été, je l'ai regardé une fois par semaine, et ce jusqu'à la rentrée scolaire. À la rentrée, je suis arrivé en chemise à fleurs avec des palmiers, et je vendais de la drogue au prof de maths. Non, je déconne. C'était au professeur de français. Si je vous dis ça, c'est juste pour faire comprendre aux abrutis qui pensent que le cinéma est une des causes de la violence et de la bêtise humaine. Bah non, j'ai bouffé du Scarface à un âge où on est très influençable. C'est pas pour ça que j'ai joué les Tony Montana dans mon quartier. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut vite faire regarder ce film à vos enfants. Non, ce film est ultra violent dans son histoire, dans ses dialogues et dans ses scènes très réalistes. Ce n'est pas pour rien qu'à sa sortie en salle en 1983, il a failli être classé X. J'imagine le truc. Bonjour, je connais pas le film X que vous passez ce soir, Scarface. Du coup, je vais prendre un ticket. Juste pour voir ça. Merci. C'est par là? Non, je connais pas, c'est pas la première fois que je viens. Quelle horreur, quelle horreur! Après ça, j'allais me taper toute la filmographie de Al Pacino, découvrant des purs chefs-d'œuvre, et par la même occasion, d'autres acteurs, donc, pour encore plus de films à dévorer. Je tombais ainsi dans un puits sans fond, et je n'en suis toujours pas ressorti. 3 ans plus tard, je m'achète ma première télé, mon premier lecteur DVD, et 3 films. Bien sûr que Scarface en faisait partie. Assez parlé de moi, maintenant, place à ce de chef-d'œuvre et à son histoire. Clac! Il était une fois de joyeux prisonniers politiques cubains. Ah non, ils ne sont pas du tout joyeux ces types-là. Dès le début, ça commence chez les flics. On découvre un Al Pacino tout bronzé, et c'est normal parce que pour préparer le rôle, on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il prenne des vacances au soleil. C'était un dur métier, il faut en parler. Son allure et sa façon de parler, de se comporter, laisse à penser que c'est un sacré garnement ce petit Antoine. Le décor est planté, du moins de la première partie du film. On a une grande gueule, bien décidé à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais il pue, car il est sale, car il transpire, car il fait chaud, car on est à Miami. Toi et moi? Non! La ville! Tony Montana, donc. Bien décidé à devenir riche, peu importe les moyens. Pour preuve, avec l'aide de ses compagnons de galère, exécute un contrat
pour le compte d'un gros caïd local. Puis un deuxième travail leur est demandé par toujours la même racaille, alors que Tony avait trouvé un boulot stable. Mais ce coup-ci, c'est du lourd. Et tout le monde connaît cette scène, même si tu n'as jamais vu Scarface. Alors déjà, honte à toi, mais la scène du deal qui tourne mal. Non, je vois pas. Mais si, la scène avec la meuf, là, sur le lit, qui ressemble à un loup-garou. Non, toujours pas. La scène de la tronçonneuse. Ah, mais voilà aussi. T'as qu'à dire ça direct. Bon, eh bien, cette scène, elle est inspirée de faits réels. Elle a été intégrée par le tout jeune scénariste du film, Monsieur Oliver Stone, s'il vous plaît. Cette scène, elle a juste défoncé tous les codes du film noir. À cette époque, la violence se trouvait déjà dans les films de gangsters, mais pas à ce point. Là, on est dans du pur gore, un film d'horreur. On est à des années-lumière du clan des Siciliens. Chef-d'œuvre. Et je crois que lorsque Tony exécute le Colombien en pleine rue devant tout le monde, c'est pire. Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que dans les films noirs, On est dans le noir. à part l'exécution de Santino Corleone, on n'avait jamais vu de scène aussi violente réalisée en plein jour Ce que je disais. dans un film de gangster. Et puis là, tu as du monde partout. Les couleurs sont vives, à l'image de la chemise de Tony. Scarface, c'est ça. Scarface, c'est du jamais vu. Et depuis, très souvent imité, mais jamais égalé. En film, en série, c'est autre chose. Et paf, nous voici propulsés dans la deuxième partie du film. Tony est propre, il a pris une douche de 3 jours. Il a perdu un pote, il a les boules. Et comme elles sont très grosses, il décide d'aller les montrer lui-même au grand patron. Et à sa femme par la même occasion. Est-ce qu'on parle tout de suite du casting ? Oui. Non, pas encore. Le charisme de Tony ne laisse personne indifférent. Il a les dents longues, il sait s'exprimer, il le répète tout au long du film, à sa manière. Confiance en mon manche et en ma parole. On l'aime ou on ne l'aime pas. D'ailleurs, en général, on ne l'aime pas. Sa propre mère explose de joie quand il vient lui rendre visite. Seule sa sœur est vraiment très heureuse de le voir. Petite parenthèse, comme d'hab, parlons VF. Maintenant, ce film, je ne le regarde plus que en VO. Et pourtant, j'adore la voix de Al Pacino en VF. Mais, à cause de la voix française, de la frangine, c'est plus possible. La nana, après ce film, à mon avis, elle aurait pu doubler Stallone, sans problème. Ça te casse les oreilles. On découvre donc un peu plus le visage de Tony. On comprend qu'il a dû faire de sacrées conneries dans sa jeunesse, parce que même si ta propre mère souhaite ta mort, c'est qu'à mon avis, tu n'as pas fait que voler des bonbons. On comprend aussi que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu sa sœur, et que son meilleur copain, Manny, aimerait bien la mettre dans son lit. Et justement, encore un trait sympathique du caractère de Tony, on comprend qu'il est très jaloux, et qu'il fait vraiment peur quand il s'énerve. Bon, après Manny, t'aurais pu le dire autrement. Tu m'avais pas dit, Tony. Elle est fraîche, ta sœur, hein? Cogno. Puto. J'avais pas vu. Ta mère, elle est méga bonne. Cela fait déjà plus d'1 heure que le film a commencé, et on n'a pas vu le temps passer. Tony continue son ascension vers le haut. Ou vers le bas, je sais pas trop en fait. Il prend des décisions seul, il se brouille avec le grand patron, il passe un peu trop de temps avec la femme de ce dernier. Clairement, il veut être calife à la place du calife. Sa soif de pouvoir est sans fin. Et le pire dans tout ça, c'est que même lorsqu'il atteint son objectif, qu'il accède enfin au trône, le mec est blasé. Éternel insatisfait. Si c'était son seul problème. Troisième et dernière partie. Tony ne respecte plus rien. C'est un grossier personnage. Il boit, il se drogue. Peu à peu, on sent qu'il est en train de saccager tout ce qu'il a construit. Et la descente aux enfers ne fait que commencer. À un moment donné, tu te dis stop! Arrête! Avec tout le fric que t'as, tu te barres à 8000 km de là. Tu changes de nom, tu refais ta vie. Tu viens chez moi en Dordogne. Tu ouvres une petite épicerie, bar, PMU, boulangerie, quincaillerie, bureau de tabac. Et t'es pépère! Je t'assure, ici, on te retrouvera jamais.
Pas même Omar Sosa. Oh là là. Cette scène, on découvre encore, à 30 minutes du film, un autre visage de Tony. Et c'est maintenant qu'on va l'aimer. Fallait que ce soit maintenant, hein? Alors qu'on comprend qu'il a fait une connerie et qu'il va sûrement lui arriver une grosse tuile à la fin. Je sais pas, du genre un gros coup de poing dans le ventre. Putain, Tony refuse d'exécuter un contrat. Sosa l'avait embauché pour tuer l'homme qui était sur le point de faire tomber toute son organisation. Et c'est pas une organisation qui s'occupe des vides-greniers le dimanche au village. Cependant, il y a toujours un truc qui me dérange dans cette scène. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi c'est Tony qui conduit? Je veux dire, Tony c'est un chef, c'est un gros caïd. D'où tu fais le chauffeur? Tu n'es pas Fredo Corleone, tu n'as même pas à être là. Comme ça, Hector Salamanca, oui, on t'a reconnu, ordure. Explose la voiture et c'est terminé, on n'en parle plus. Fin heureuse avec Tony qui arrive en Dordogne pour acheter le commerce de Simone et René. Mais non, Tony refuse. Et quand il refuse, il tire. On ne touche pas aux enfants. Tony a un cœur qui bat. Plus pour longtemps. Ascenseur émotionnel, car la scène suivante... Il refuse de tuer les gosses. Ah non mais, Ah non mais... moi je vais chialer, Il je est, vais il chialer. est génial ce Il Tony est Montana. adorable Il est ce Tony génial. Montana, je l'ai toujours dit. Ah ouais. Il est adorable. Il a tué Mani. Il a tué Mani, putain, il a tué Mani. Alors là, Tony, t'as déconné. T'as buté le seul mec marrant du film. Manny. Non mais regardez-moi cette tête. Manny, il est sympa. Quand il parle de sa marque de blue jean. Quand il tire la langue, là. Ou quand il éternue. Manny, il est trop stylé. Là, pendant qu'il drague, il essaie de mettre un dos à la meuf. J'adore Manny. On adore tous Manny. Et Manny se marie. Dans les rues de Miami. Ils ont l'air tellement heureux avec la touffe. Ben le mariage, il dure 2 heures. Et Tony a atteint le point de non-retour. Quand il se retrouve avec sa frangine chez lui, complètement ravagée, là, t'as envie que ça se finisse. Quand tu vois le bordel sur son bureau, mais Tony, c'est quoi toute cette farine partout? Si tu veux faire un gâteau, c'est en cuisine. Et puis d'un coup, t'as toute la terre qui veut le tuer, y compris sa sœur. D'ailleurs, à dégager la touffe. Ah, il se donne du mal, les types. Il est coriace, le Tony. Mais quelle scène, quelle finale. À couper le souffle. Et malgré le fait qu'il ait une 60aine de bastos dans le corps, tu t'accroches, tu espères qu'il va survivre. Tu espères qu'il va s'en sortir. Parce qu'au fond, on l'aime, Tony Montana. Alors que lui, là, on le déteste, ce type-là. Plan final. Tony is dead. The world is yours. Très beau clin d'œil, The world is yours. Pourquoi? Pourquoi? Scarface est un remake d'un film du même nom, datant de 1932, réalisé par le grand Howard Hawks. Et durant une scène du film, apparaît dans la nuit cette même phrase plutôt accrocheuse. Ce film est un grand classique, et je vous conseille vraiment de le regarder. D'ailleurs, tous les protagonistes du film de 1983 le disent. Regardez le Scarface original. Al Pacino s'est fortement inspiré du jeu de Paul Muni, le Tony de 1932. Ce Tony-là est lui-même inspiré d'un autre balafré très connu, Al Capone. Et c'est en revoyant le film au début des années 80 qu'Al Pacino décide d'en faire un remake. Il va alors en parler à Martin Brigman et Sidney Lumet, tous les trois ayant déjà travaillé ensemble sur 2 autres chefs-d'œuvre de la filmo d'Al Pacino. Ensemble, ils imaginent un gangster différent. Ce ne sera pas un remake pur et dur. On ne sera pas dans le Chicago des années 30 et le trafic d'alcool. Installons-nous à Miami au tout début des années 80. Comme ça, pas de décor d'époque. Et dis-donc de la coque. Sauf que ce n'est pas à Miami que le film a été tourné. La production a été chamboulée par des manifestations au sujet de la violence et de la mauvaise image des émigrés cubains. Fort heureusement, ça ne change rien au film et toute l'équipe pose ses valises à Los Angeles. Et quelle équipe? À la réalisation déjà. Sidney Lumet a laissé sa place à Brian De Palma, réalisateur qui donne énormément d'importance au style visuel d'un film. Et ça se voit. Il ne filme pas. Il crée un monde, en l'occurrence que l'on ne connaît pas. Ce côté très réaliste, à la limite du docu, on le doit aussi, je vous l'ai déjà dit,
au scénariste du film, Oliver Stone, qui à cette époque essayait justement de se sortir de son addiction à la cocaïne. Oliver, dis-moi, il faut qu'ils disent le mot coq. Hein, il faut qu'ils disent le mot coq, ok? Oliver, Al aimerait bien faire une modif au scénar. Il faut qu'il y ait plus de coq dans cette scène. Ok? Ça te dérange pas? Ah, Oliver, ça te dérange pas qu'on fasse une modif? Non, bon, alors dans la dernière scène, là, il faudrait mettre un peu plus de cocaïne partout sur le boulot, là. Il en faut partout, ok? Merci, cogno. Eh Oliver, on te cherchait partout, viens voir. Mais qu'est-ce que t'as sur le nez? Non, on veut pas faire de modif. Non, mais calme-toi. Dur sevrage. Il ne manque alors qu'un seul ingrédient indispensable pour qu'à chaque visionnage de ce film, moi, toi, vous, dans notre fauteuil, dès les premières minutes du film, on se retrouve à Miami en 1980. Et même dans 100 ans, on aura encore l'impression d'y être. Tu as beau avoir des acteurs de génie, un scénario hyper crédible, si tu as une musique hors contexte, tu te plantes. Là, on dépasse la perfection. On doit ce score ultra classe au compositeur Giorgio Moroder, fraîchement récompensé d'un Oscar pour la BO de Midnight Express. Pour terminer, il faut saluer la performance des acteurs, tous très impliqués dans leur rôle. Al Pacino s'est pété le nez à force de sniffer de la fausse coque. Et il s'est brûlé la main avec ses fausses armes. En fait, tu crois que c'est pour de faux, mais non, c'est du vrai faux. Ça change tout. Michelle Pfeiffer joue Elvira, censée être accro au médoc, à la coque, à l'alcool et à la cigarette. Bon, pour faire un 100 mètres, elle met 2 jours. Eh bien, pour rester mince, pour ne pas dire squelettique, elle ne mangeait que des soupes à la tomate. Oh. Bonjour Madame Pfeiffer. Je savais pas que vous étiez aux toilettes. Au revoir. Je voulais pas la faire. Elle s'est très bien défendue dans le rôle d'Elvira Hancock, malgré un Brian De Palma pas convaincu par cette jeune actrice. Le beau Manny a failli être interprété par John Travolta, qui avait déjà travaillé avec Brian De Palma sur l'excellent Blowout. Mais peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « Attends, on fait un film avec des Cubains, on va peut-être auditionner des acteurs cubains. » Dieu merci, on a fait la connaissance de l'excellent Steven Bauer, le seul vrai Cubain du film. Je l'ai déjà dit. J'adore Manny. Il y a aussi Marie-Elisabeth Mastrantonio qui joue la sœur de Tony, mais aussi une figurante du film qui se fait mater le fion par Tony et Manny dans cette scène. Hey, c'est sale. Robert Loggia joue Frank Lopez, caïd de la drogue plus vrai que nature. De toute façon, lui, il a vraiment une gueule, comme on dit. Un jour peut-être, je vous parlerai de la meilleure série du monde, qui est juste là. Approchez. Les Sopranos. Il joue dans la saison 5 un caïd de la mafia sur le retour. Encore une fois, très convaincant. Mais dans tous ses rôles, il est convaincant. Parce que même quand il joue le big boss d'une entreprise de jouets et qu'il danse avec Tom Hanks dans Big, il est au top. Il y a encore beaucoup d'acteurs que je n'ai pas cités, mais la vidéo doit faire 3 heures et Jean-Francis s'est endormi. Hein? À la base, je voulais vraiment faire des formats courts. Mais comment me freiner avec les films de mon cœur? De toute façon, il y a autant d'anecdotes que le nombre de fois où Tony Montana dit le mot « fuck » durant le film. Je ne vous ai même pas parlé de l'influence de Scarface dans la culture populaire. Regardez ça, la même police. Et n'allez pas me dire que Scar n'est pas inspiré de Tony. Mais plus précisément, dans le monde du rap, on ne compte plus les références, les albums, les compilations, les rappeurs eux-mêmes inspirés de ce film devenu culte en partie grâce à son personnage principal, Tony Montana. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Comme d'habitude, ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il faut que j'y aille. On m'attend pour faire un gâteau. Con. Elvira? Réponde. Cogno, c'est quoi ça?